Bonsoir à toutes et à tous. Alors je prends un micro parce que cette conférence débat est enregistrée. C'est pas mon côté Beyoncé, hein. C'est vraiment juste pour l'enregistrement du côté de l'INJEP. Déjà merci d'être venu aujourd'hui pour la conférence débat de valorisation du numéro 100 de la revue Agora Débat Jeunesse, qui porte sur l'insertion et l'emploi des jeunes à l'épreuve du numérique. Alors juste pour vous présenter un peu pourquoi on fait des conférences débats et ce qu'est l'INJEP pour celles et ceux qui ne sauraient pas déjà. L'INJEP, c'est l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. C'est un institut public qui est en charge de travailler sur la jeunesse, les politiques de jeunesse, la vie associative, l'éducation populaire et les sports. C'est toujours bizarre de dire les sports, mais en vrai c'est ça, ou les politiques sportives, au sein duquel il y a plusieurs publications, dont la revue Agora Débat Jeunesse, mais il y a aussi la revue Les Cahiers de l'Action, il y a des 4 pages qui s'appellent les INJEP Analyse et Synthèse, il y a des fiches repères, enfin voilà, il y a tout un tas de publications qui sont le fruit des équipes qui produisent des données, donc un service statistique ministériel qui s'appelle la MEDES, une mission d'évaluation des politiques publiques et une mission études et recherche. L'INJEP, c'est une petite cinquantaine d'humains et d'humaines qui travaillent avec forcément aussi des équipes qu'on voit un peu moins, mais sans lesquelles ce genre d'événement ne pourrait avoir lieu, comme la mission valorisation diffusion et la mission du centre de documentation. Pour parenthèse, le centre de documentation est ouvert à tout le monde, alors avec des horaires comme n'importe quel centre de documentation, mais il n'est pas circonscrit uniquement aux personnes qui travaillent à l'INJEP, et donc tout le monde peut y accéder et emprunter des ouvrages. Donc du coup, voilà. L'exercice des conférences débats, il nous est venu avec l'idée d'avoir une revue de recherche, une revue académique de sociologie et de sciences sociales sur la jeunesse, et avec l'idée que, et c'est une mission de l'INJEP, de rendre accessible aussi la recherche. Et dans cette perspective de rendre accessible la recherche, il y a cette vocation à discuter après la publication, puisque un dossier thématique n'est pas non plus ni le résultat d'une seule recherche, ni l'exhaustivité de ce qu'on pourrait dire sur une question, mais plus largement des focus de recherches différentes, publiées et écrites par des équipes de recherche ou des chercheuses et des chercheurs qui travaillent chacune sur des projets de recherche distincts et qui ont été, alors Aurélie et Nicolas reviendront là-dessus, mais qui ont été sélectionnés, qui ont survécu à l'épreuve aussi des évaluations. Donc du coup voilà, et l'idée des conférences débats, c'est bien d'aller de continuer en fait la discussion de ce qu'on pourrait dire autour des sujets des dossiers thématiques, et ici au sujet de l'insertion et de l'emploi des jeunes et de la question du numérique, ou comment le numérique traverse ou travaille la question de l'insertion professionnelle des jeunes. Et donc l'idée là, ça va être donc d'une part de laisser Aurélie Gonnet et Nicolas Roux, sans qui le dossier aurait pas pu avoir lieu, puisque c'est elle et lui qui ont coordonné le dossier. Donc la coordination d'un dossier, ça veut dire écrire le projet d'un dossier et puis après le porter depuis 2 ans à bras le corps jusqu'à aujourd'hui, au moment de sa valorisation, si c'est quand même ça. Donc voilà, suivre toutes les autrices et les auteurs, accompagner parfois à l'écriture, voilà, organiser les évaluations des articles, puisque dans les revues académiques, les articles sont évalués par d'autres chercheuses et d'autres chercheurs. Voilà, suivre tout ce processus d'écriture avec l'équipe de rédaction et le comité de rédaction de la revue. Et puis, dans l'idée d'Agora, on a comme idée de continuer en fait le débat autour de ces questions, et donc on invite des chercheuses et des chercheurs et des experts de terrain qui n'ont pas écrit dans le numéro à discuter du numéro et de voir en quoi ça résonne avec leur propre pratique professionnelle, avec leur propre expertise, avec leur propre champ disciplinaire ou spécialité, on va dire, académique. Et donc c'est là où vont intervenir Victor Bessang-Michelin et puis Éric Dagiral, puisque ni l'un ni l'autre n'ont écrit dans le dossier, mais tous les deux ont eu l'exercice fastidieux de lire le dossier et donc de s'approprier finalement un projet qui s'est imposé à eux. À la base, il y avait aussi Perrine Brodkorn, une collègue de Belgique qui n'a pas pu se joindre à nous pour des raisons personnelles, mais qui nous a écrit un petit texte que je vous lirai tout à l'heure sur son retour sur ce dossier.
Donc voilà. Donc je vais laisser dans un premier temps la parole à Nicolas et à Aurélie, ou à Aurélie et à Nicolas, que je remercie encore d'avoir coordonné le dossier. Moi, je vais faire, on va dire plutôt la personne qui va chronométrer, donc le rôle assez désagréable de les rappeler à l'ordre s'il y a besoin, en vous assurant de toute façon, puisque j'ai un niveau de psychorigidité assez reconnu, que nous finirons à l'heure de toute façon. Je vous l'assure et je vous le garantis. Donc voilà. Donc si je passe des petits mots, c'est pas comme au collège pour leur dire des trucs sur le prof, mais c'est plutôt pour leur dire il te reste 1 minute, fais attention, il te reste 0 minute, exécution. Donc du coup voilà, et je ferai pareil après avec Eric puis avec Victor. Et puis dans conférence débat, il y a la partie débat, et donc la deuxième partie, ça sera aussi des interactions avec vous, et puis des questionnements, des prises de voilà, des échanges d'expertise, des points de vue sur les travaux que vous menez ou sous voilà les spécialités que vous avez. Donc voilà, merci encore à vous d'être venus aujourd'hui, et puis c'est parti, on lance la conférence débat. Donc je lance mon chronomètre pour pas que ma collègue Aurélie soit trop sous pression une fois que j'aurai épuisé mon temps. Donc bonjour à toutes et tous. On est ravis de vous voir ici aujourd'hui, donc à cette conférence dédiée à la présentation du numéro qu'on a pris beaucoup plaisir à coordonner avec Aurélie et avec l'ensemble des parties prenantes. Donc on remercie à ce titre la revue Agora Débat Jeunesse, son comité de rédaction, sa rédactrice en chef, Yael Amsalemimi, et sa chargée d'édition, Marianne Autin, l'INJEP, les auteurs et autrices des articles du numéro, les rapporteurs et rapportrices qui les ont expertisés, relus, ainsi que les collègues et acteurs-actrices de terrain qui ont lu aussi le numéro et nous font le plaisir de venir le discuter aujourd'hui, même si malheureusement, comme ça a été dit, Perrine Brotocor n'a finalement pas pu se joindre à nous. Donc, ce numéro est né d'au moins 2 réflexions de départ partagées avec Aurélie. Une forme de frustration, je dirais, tout d'abord, liée aux nombreux discours sur la jeunesse au singulier, résumés par des expressions comme digital natives, qui dépeignent les jeunes comme un groupe homogène, hyper connecté et à l'aise avec le numérique. On souhaitait déconstruire cette idée reçue. Les sciences sociales ont en effet montré à quel point la jeunesse est en réalité plurielle, mais il s'agissait aussi, dans le même temps, de voir ce que produit le fait d'être né, entre guillemets, avec le numérique. Quelles contraintes cela implique-t-il? Quels coûts, quelles compétences sont demandées aux jeunes avec les inégalités que cela suppose? La deuxième réflexion renvoie au constat de la diversité des recherches qui portent sur les jeunes, leur insertion, leur rapport au travail et à l'emploi, leurs conditions de vie et leur rapport au numérique. Toutefois, il nous semblait que peu de travaux avaient essayé de réunir ces différentes dimensions et d'associer l'objet numérique et l'objet insertion en les appliquant à la population des jeunes. Pourtant, tout laisse à penser que cette population est particulièrement confrontée à ce que le sociologue Pierre Mazet appelle une conditionnalité d'autonomie numérique, c'est-à-dire qu'il est devenu nécessaire de maîtriser les outils de communication dématérialisés pour pouvoir s'insérer sur le marché du travail et s'intégrer socialement. Comment cette conditionnalité s'incarne-t-elle dans la vie des jeunes et en particulier dans tout ce qui touche de près ou de loin à l'emploi, puisque l'emploi demeure le principal support d'intégration dans notre société aujourd'hui. D'autant que, vous le savez, les jeunes sont en première ligne de la précarisation de l'emploi, et que leur taux de chômage est le plus élevé de la population active. Il y a donc un enjeu de taille à penser et à observer le numérique comme une norme d'insertion et d'intégration. En suivant cet objectif, ce numéro a eu pour ambition de croiser 3 champs de recherche dont on constatait qu'ils fonctionnaient habituellement 2 à 2. Donc, ces 3 champs de recherche sont l'emploi et le travail, premièrement, la jeunesse et les jeunes, deuxièmement, et le numérique, troisièmement. Donc ce croisement de ces 3 thématiques de recherche explique sans doute la diversité des contributions de ce numéro, qui sont toutes fondées sur des enquêtes empiriques, menées auprès de différentes catégories de jeunes et de professionnels de l'accompagnement. Les articles parlent ainsi des usages d'Instagram
par les grimpeurs et grimpeuses de haut niveau, des usages des plateformes dites affinitaires type Babysit, Facebook, Superprof ou Sherpa, par les étudiants et étudiantes, d'accompagnement au numérique des jeunes adultes en difficulté dans le champ de l'insertion en Suisse, du travail d'éducation spécialisée dans le champ de la protection sociale en France, et d'insertion sociale et d'inclusion numérique des jeunes migrantes et migrants. Quand j'évoque les objets de ces articles, on perçoit déjà que le sujet ne se réduit pas à des jeunes adeptes de WhatsApp ou TikTok. Les applications, plateformes, outils, logiciels qu'ils et elles sont amenés à utiliser sont bien plus divers que les usages dits récréatifs, de divertissement, auxquels on pense souvent de prime abord. Il n'est pas question que de sociabilité entre jeunes pour tisser des liens amicaux et amoureux. Il est aussi question de trouver un emploi, d'avoir une carrière, d'accéder à ses droits, et pour cela de s'adapter aux incitations et injonctions venant non plus seulement des pairs, de la famille ou de l'école, mais aussi des institutions, du marché du travail social ou encore des services publics. Ce faisant, chacune à leur manière, les contributions de ce numéro doivent avoir les formes sociales et institutionnelles que prennent les expériences et pratiques des jeunes outillés par le numérique. Elles nous permettent d'avancer au moins 2 grands résultats qu'on voudrait discuter aujourd'hui dans le cadre de cette conférence. D'une part, ce que nous appelons un travail numérique, qui est orienté vers l'emploi, pour accéder à l'emploi, se maintenir en emploi, et qui s'impose en premier lieu aux jeunes. D'autre part, le travail d'accompagnement au numérique, les professionnels ayant un rôle important dans la mise en œuvre de dispositifs, mais aussi dans la construction de normes, de représentations et de pratiques numériques destinées aux jeunes. En ce qui concerne le premier résultat, il s'agissait de prolonger les réflexions issues d'un ensemble de recherches qui montrent la part croissante du travail au sens large, effectué par les clients et les clientes, par exemple, comme l'a montré le travail du sociologue Guillaume Tiffon, ou le travail effectué par les consommatrices et les consommateurs, comme l'avait illustré Marianne Dujarier. Notre travail est différent et, j'espère, complémentaire, car nous nous intéressons au travail réalisé pour accéder à l'emploi. Travail numérique pour accéder à l'emploi. On parle de travail numérique pour désigner l'ensemble des pratiques, compétences, stratégies, orientées vers l'emploi, comme totem, l'emploi comme totem, je reprends cette expression à Camille Dupuis et François Sarfati, totem qui guide une grande partie de l'action publique et privée, et autour duquel devrait se concentrer l'essentiel des efforts d'insertion, surtout à destination des jeunes. 2 articles de ce dossier s'attellent justement à questionner les pratiques et expériences numériques des jeunes, travailleurs et travailleuses ou en recherche d'emploi. Ces articles invitent à interroger l'image d'une population forcément à l'aise avec le numérique, ainsi que les capacités inégalement réparties à naviguer sur un marché du travail en partie dématérialisé. L'article de Florence Bourneton, Lucie Forté, Valérie Bonnet et Chloé Longin-Roux détaille la façon dont Instagram, au départ pensé et utilisé sous une forme ludique, est finalement investi d'usages professionnels nécessaires pour pouvoir progresser dans la carrière. Ce réseau social sert à ces grimpeurs et grimpeuses de haut niveau à mettre en scène et en valeur la performance sportive pour sortir du lot, se distinguer, mais aussi dégager des revenus. C'est tout un processus de professionnalisation qui est ainsi dévoilé par la description fine de l'apprentissage de compétences numériques et aussi de la régulation de ces usages par les pairs qui prend la forme ici de followers. On trouve des logiques similaires dans le cas de plateformes dites affinitaires, d'intermédiation entre offres et demandes de petits emplois de services à la personne, type garde d'enfants, cours particuliers, et qui sont étudiés par Marie Trépuch, Élise Verlet et Élise Tenré. L'article analyse en détail la manière dont des étudiants et des étudiantes sont amenés à produire tout un travail de marketing de soi sur un marché de la personnalité, pour les citer. Les autrices montrent notamment comment ces plateformes participent d'une socialisation professionnelle, ici de type commercial, socialisation au cours de laquelle certaines jeunes seulement pourront tirer leur épingle du jeu.
Ces 2 premiers articles nous donnent une illustration de l'étendue de ce qu'on appelle un travail numérique qui s'impose avant même l'emploi, en dehors de l'emploi ou en parallèle de l'emploi, et cela de manière précoce dans les socialisations des jeunes. Utiliser cette notion de travail numérique, c'est ainsi renvoyer tout à la fois aux compétences, aux outils qu'il est nécessaire d'acquérir, ainsi qu'aux normes de conduite, d'interaction et de présentation de soi auxquelles il faut se conformer. Ce qui se présente donc à première vue sous des apparences de simple modernisation technique demande en réalité apprentissage et engagement de la part de ces jeunes. D'autres travaux qu'on cite dans l'introduction de ce numéro ont également donné à voir ce travail-là, des phénomènes similaires en ce qui concerne la recherche d'emploi et l'insertion, en France comme à l'étranger, où le virage de la dématérialisation accentue ce travail numérique et les risques de non-recours au droit et de précarité numérique qui peuvent en découler. C'est justement les 3 autres articles de ce dossier qui renseignent cet élément, à savoir comment ce travail numérique des jeunes est encadré, et si oui, comment, par des dispositifs et des acteurs et actrices publics comme privés. Et je laisse la parole à Aurélie pour présenter ce point. Merci Nicolas. Effectivement, comme Nicolas l'a annoncé, questionner le travail numérique que requièrent les différentes démarches d'insertion des jeunes amène à mettre en exergue qu'ils et elles ne sont pas les seuls qui sont touchés par ces transformations, ces évolutions socio-techniques. Les professionnels qui travaillent au sein des services publics désormais amplement dématérialisés sont également impactés dans leur quotidien professionnel, comme dans leur rôle et dans leur posture d'accompagnement. Intermédiaires de l'emploi, de l'insertion socio-professionnelle, ils et elles ont de plus en plus un rôle d'intermédiation également, voire de tampon entre les personnes accompagnées et les outils, les plateformes, les applications et autres réseaux sociaux numériques. Plusieurs travaux ont notoirement déjà mis l'accent sur le manque d'aisance, d'appétence, voire de matériel dédié touchant certains publics, notamment les moins jeunes, mais aussi les classes populaires. C'est notamment ce qu'a montré une collègue, Dominique Pasquier, qui nous a quittés cette année et à qui je souhaite juste rendre hommage, puisque c'est notamment dans ces lieux qu'elle a opéré pendant plusieurs années. Peu de travaux ont en revanche investigué plus spécifiquement la manière dont le numérique bouscule potentiellement l'accompagnement des plus jeunes à la faveur d'un impensé que les 3 articles qui succèdent aux 2 que tu as déjà présentés dans ce numéro viennent combler. C'est les articles d'une part de Maëlle Diff-Pradalier et de Joseph Hiver qui portent sur l'accompagnement au numérique des jeunes en difficulté en Suisse. C'est l'article de François Saurin, je reviendrai aussi, consacré aux éducateurs et éducatrices de la protection de l'enfance. Et enfin, l'article de Fabien Granjon et d'Isabelle Crae-Gadgadi, qui porte, lui, sur la focale sur l'accompagnement des jeunes migrants. Ces 3 articles contribuent eux aussi à battre en brèche l'idée d'une génération de digital natives nés et rompus aux outils et avatars de la numérisation. Ainsi, en Suisse, les auteurs font le constat d'une offre à 2 vitesses, d'accompagnement à 2 vitesses qui, loin de résorber la fracture numérique, l'accentue et, ce faisant, renforce les inégalités entre jeunes. En effet, ceux qui possèdent déjà une certaine aisance numérique, en fait, se voient sélectionnés pour la renforcer dans des formations dédiées à des fins d'autonomie numérique. En revanche, ceux qui sont déjà moins à l'aise avec le numérique se voient plutôt proposer un accompagnement plus généraliste, sans formation poussée au numérique et limitant de fait leurs chances d'accéder à d'autres emplois que des emplois subalternes et déqualifiés. Les auteurs mettent également à jour une segmentation professionnelle qui redouble encore ce phénomène, puisque les conseillers qui sont eux-mêmes les moins à l'aise avec le numérique se retrouvent finalement à accompagner les jeunes qui sont le moins à l'aise avec le numérique. Ce dossier documente donc aussi les conditions d'exercice des professionnels de l'accompagnement face à ces évolutions techniques. Passer de l'autre côté de l'écran, du côté professionnel, amène les auteurs et les autrices à s'intéresser non seulement aux pratiques d'accompagnement, mais aussi aux représentations et au potentiel décalage entre les usages et les conceptions portés par les professionnels et les jeunes qui sont accompagnés. C'est ce qu'éclaire notamment l'article de François Saurin sur les usages numériques des éducateurs et éducatrices de la protection de l'enfance qui interviennent dans différentes mesures d'assistance éducative.
Il montre que par-delà l'affichage politique volontariste en matière de développement numérique, les compétences des professionnels, comme celles d'ailleurs des jeunes, sont plus souvent développées en dehors du travail que véritablement dans le travail ou par la formation, donc ils sont plutôt développés à la maison. Il en va de même souvent avec les représentations des vices et des vertus du numérique qui sont plus souvent le fruit de nos socialisations, de nos trajectoires que véritablement travailler dans les formations ou au travail dans une logique de montée en compétences, de création collective de compétences et de professionnalité. Certaines expériences positives, toutefois, peuvent amener certains professionnels méfiants ou peu à l'aise avec le numérique à réviser leurs pratiques et leurs représentations quand ils se rendent compte, notamment, par exemple, que des outils de messagerie ou des outils de discussion en ligne peuvent finalement faciliter la discussion avec tel ou tel jeune, souvent qualifié de volatile. Finalement, ça permet de recréer du lien dans certaines circonstances. François Saurin donne ainsi à voir les multiples tensions et ajustements quotidiens qui façonnent les pratiques des éducateurs et éducatrices, excusez-moi, lesquels sont toutefois amplement livrés à eux-mêmes, ce qui favorise, là encore, l'hétérogénéité, voire l'inégalité du service rendu. Et puis, en menant l'enquête auprès de jeunes migrants âgés de 18 à 28 ans, Fabien Grandjean et Isabelle Craig-Agdadi participent eux aussi à déconstruire cette idée d'une jeunesse digital natives uniforme. La migration, en l'occurrence, implique pour ces jeunes de se confronter simultanément à un ensemble de démarches, logement, sécurité sociale, emploi, formation, etc., qui contribuent à distinguer ces jeunes dans leur rapport ordinaire à l'État. Ceci les conduit à évoquer des situations de solitude face aux écrans administratifs et aux procédures en ligne dont ils et elles ne comprennent pas toujours les arcanes et les attendus, sans parler de la langue qui pose problème aussi, moins en raison de la langue française que de la langue administrative mobilisée sur ces interfaces. Ces situations ont alors deux effets apparemment contradictoires. Elles favorisent d'un côté des formes de non-recours aux droits sociaux et en même temps, dans certains cas, un recours accru aux guichets sociaux matérialisés cette fois. Toutefois, l'accroissement des relations dématérialisées donne à ces jeunes accès à d'autres réseaux, d'autres communautés en ligne, à même d'apporter ce que les administrations peinent à délivrer, une information, des conseils, des ficelles administratives, un soutien, le maintien de sociabilité ordinaire. Bref, ces trois articles participent à nuancer notoirement l'idée que le numérique permettrait à tout un chacun de simplifier et de simplifier les démarches administratives et de dégager du temps d'accompagnement, surtout pour ceux et celles qui en ont le plus besoin. Car en effet, si la numérisation des services publics libère certains de la nécessité de se déplacer, etc., force est de constater qu'elle libère d'autres des liens et des relations d'accompagnement qui ne sont jamais qu'administratives. En somme, l'ensemble du dossier invite à considérer que les représentations associées au mot jeunesse et au mot numérique peuvent participer à voiler, voire pire, à renforcer les inégalités en la matière. Il nous semble donc qu'il y a là un chantier de recherche qu'on a voulu amorcer justement avec ce dossier pour ne pas céder trop facilement aux idées reçues qui sont légion en ce qui concerne à la fois la jeunesse, mais aussi le numérique et plus globalement le progrès technique. Nous remercions les auteurs et les autrices, bien sûr, qui toutes et tous ont permis justement de déconstruire un certain nombre de ces idées reçues et de combler certains angles morts, allant au-delà de nos espérances, à l'heure où nous écrivions l'appel à articles. Nous remercions également l'INJEP, bien sûr, et Agora d'avoir accueilli et accompagné ce dossier, et enfin les discutants, à qui je cède immédiatement la parole. Merci beaucoup. Je vais peut-être lire... Ah oui. Je vais casser le côté interactif, mais je vais lire tout de suite le mail de Perrine Brodkorn parce qu'elle a pris le temps quand même d'écrire un petit mail. Mais juste pour vous dire à quel point, quand on écoute Aurélie et Nicolas, on retrouve aussi leurs objets de recherche et en filigrane de ce dossier. C'est aussi comme ça qu'on construit un dossier d'une revue. C'est aussi par nos propres omnubilations et nos projets. Et donc vous voyez bien que la question de la précarité, des inégalités, de l'emploi discontinu, des transformations, de la formation professionnelle, du sens du travail, tout ça, on le voit et on vous entend à travers et on le lit aussi et on le lit dans l'ensemble des articles, non pas parce que vous avez voulu guider les auteurs et les autrices, mais aussi parce que c'est des questions qui interpénètrent les questions numériques pour les personnes qui travaillent dessus.
Donc voilà, donc je vais juste vous lire le mail de Perrine Brodkorn, qui est maîtresse de conférences et sociologue à l'université de Louvain, et qui travaille sur les figures d'usagers numériques et les inégalités, et notamment aussi sur les inégalités dans les usages d'Internet. Je m'excuse par avance, ça va être un peu ça va être un peu lu, mais elle avait déjà beaucoup commencé à travailler sur le dossier, et hier elle nous a envoyé très rapidement les quelques paragraphes, mais du coup pour lui rendre quand même honneur à son travail, je vais vous le lire. Donc d'abord, elle tenait à remercier toute l'équipe de rédaction de la revue, les coordinateurs et coordinatrices, de lui avoir offert l'occasion de revenir sur ce qui fut sinon mes premiers amours de recherche. Je parle mais c'est pas les miens, c'est les siens. Je vais dire ça comme ça, je vais faire comme si c'était moi qui... Bon bref, mais sinon ça va être compliqué. Au moins l'un de mes premiers centres d'intérêt, la question des inégalités sociales numériques chez les jeunes de 16 à 25 ans, notamment dans une perspective d'insertion sociale et professionnelle. Plus globalement, je voudrais souligner qu'un des apports essentiels de ce dossier est d'avoir réussi à croiser 3 champs de recherche qui, d'ordinaire, ne dialoguent que 2 par 2. Ce croisement permet de mettre en dialogue d'une part les travaux sur les usages des jeunes et de ceux qui les accompagnent avec ceux en sociologie du travail, d'autre part, lesquels montrent que l'un des effets de la numérisation et de l'automatisation par exemple, a été, dans un premier temps, la mise au travail des consommateurs dans les services privés, puis plus récemment celle des usagers citoyens dans les services publics. Je pense notamment aux demandeurs d'emploi dans les travaux de Mathilde Beuglin-Anqui. Ce croisement permet aussi de faire apparaître de nouveaux acteurs dans l'analyse, en levant le voile sur le rôle des professionnels de l'autre côté, entre guillemets, du guichet ou de l'écran, ceux nommés les street-level bureaucrates dans la littérature dédiée. Les résultats de certaines recherches présentées dans le dossier, en particulier l'article de Maëlle Diff-Pradalier et Joseph Hiver, font clairement écho au constat de cette sociologie de l'interaction au guichet. On y retrouve l'idée que ces professionnels, souvent considérés comme subalternes, occupent en réalité une position centrale dans la mise en œuvre concrète des politiques publiques, ici dans le champ de la formation, à travers l'usage de leur pouvoir discrétionnaire. Dans ce cas précis, leurs décisions contribuent à renouveler, voire à renforcer les inégalités sociales numériques existantes. Je trouve ce résultat particulièrement intéressant car il permet de nuancer l'image dominante, et bien réelle dans de nombreux cas, d'agents de première ligne ou d'accompagnateurs toujours décrits comme soutenant et émancipant les usagers, le bon relationnel contre la mauvaise technicisation du social. On voit bien que leur rôle est en réalité plus ambivalent. Ils peuvent, selon les situations, être des ressources essentielles et devenir de véritables facilitateurs de démarches, comme dans l'article de Fabien Granjon et Isabelle Carregadaggi, mais aussi dans l'article de François Saurin, ou au contraire devenir des relais de contraintes institutionnelles, ici à travers l'objectif premier d'adéquationnisme entre la formation proposée et les chances d'insertion professionnelle. Donc merci encore pour cette invitation, même si malheureusement je ne peux pas l'honorer. Donc voilà les retours un peu rapides de Perrine, et puis maintenant je te laisse la parole, Eric. Alors, Eric, il fait un pas de côté parce que travaille sur le numérique, mais moins sur le travail. Tout à fait. 2 pas de côté, et pas forcément tout le temps sur les jeunes non plus. Mais merci beaucoup Yael, et puis merci beaucoup à Aurélie et à Nicolas pour l'invitation, ainsi qu'à l'ensemble des équipes de l'INJEP. Une invitation qui me réjouit doublement. D'abord, le plaisir toujours jeune d'être invité à un anniversaire, parce que c'est le 100e numéro d'Agora, et qu'on a envie de vous dire un grand bravo, parce que c'est un travail énorme à accomplir. Et puis le deuxième plaisir, c'est celui d'avoir lu votre très beau numéro cet été, qui, comme vous l'avez dit, entrecroise effectivement 3 perspectives qui sont, à ma connaissance, pas articulées, et en tout cas pas articulées comme vous le faites, ou comme vous avez finalement réuni les 5 articles de ce dossier. Alors pour rebondir un petit peu et offrir un regard particulier sur votre travail, moi je le fais avec une casquette un peu particulière, forcément réductrice, qui est celle de plutôt sociologue du numérique, mais qui était sociologue des techniques d'information et de communication ou d'internet, hein, ça n'a pas été toujours du numérique, on pourrait y revenir dans la discussion. Mais en tout cas, je suis pas spécialiste des questions d'insertion vers et dans l'emploi, clairement, voilà. Ça n'empêche pas que j'ai trouvé le numéro riche et passionnant, et j'ai choisi de revenir particulièrement sur 3
3 dimensions que j'ai trouvées très stimulantes et donc pour lesquelles vous apportez déjà des apports et qui invitent en fait aussi à prolonger clairement le numéro parce que c'est très 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 riche et intéressant. Alors la première dimension, vous l'avez dit tous les deux, c'est celle de la jeunesse, des jeunes et du numérique et de cette étiquette de digital natives et vous parlez de l'insertion des jeunes à l'épreuve du travail numérique. En fait, moi ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que finalement, toute la sociologie du numérique nous montre que les jeunes sont toujours à l'épreuve du numérique, en fait, avant même de rencontrer des questions d'emploi. Et on aimerait, comme sociologue du numérique, que la démonstration que vous avez à faire dans votre introduction soit plus à faire, mais elle a la vie extrêmement dure, cet étiquetage de natif numérique qui n'est pas un compliment, loin de là, parce qu'en plus, de manière générale, il y a un inconfort, une ambivalence de ce qualificatif qui généralement est aussi un préjugé, un stigmate qui est renvoyé, cette idée que ce serait facile pour les jeunes, puisqu'ils sont nés avec cette bande de fainéants qui n'auraient rien d'autre à faire que de naître avec d'un côté, et de l'autre, une jeunesse qui se voit associée à toutes les paniques morales depuis au moins la télévision et bien avant, et l'idée de leur hypothétique transformation du rapport au travail qui passerait par le numérique. Et ça, je n'ose pas relayer certaines des thèses et certains des discours qui donnent corps à cette idée que ces jeunes de ces générations auraient un rapport problématique au travail, mais on pourrait aussi ouvrir de ce côté-là. Et donc derrière, on a des critiques des jeunesses qui sont des critiques de la jeunesse. Et évidemment, aucune des deux ne convient. Alors, depuis une perspective de sociologie du numérique, l'intérêt pour la jeunesse est la plus évidente. C'est difficile de ne pas faire de la sociologie du numérique sans s'intéresser à la jeunesse. Et les travaux qui croisent, en l'occurrence, adolescence et numérique sont très nombreux. Yael Amseleg-Mingui est bien placée pour le savoir autour de l'étude des sociabilités, des sexualités. Et j'ai des souvenirs d'enquête, de retours d'enquête avec l'INJEP sur des séjours de vacances, les colonies et le numérique avec le passionnant rapport d'Émilie Morand, qui montre qu'à chaque fois, en fait, ce ne sont que des épreuves pour des jeunes qui ont de 8, 9, 10, 11 à 15 ou 16 ans, pris dans des épreuves de sociabilité, des enjeux de connexion et de déconnexion, et qui sont déjà pris entre des normes juvéniles, des normes parentales et celles des professionnels encadrants. Alors ça rejoint très très bien ce que une grande sociologue américaine, Dana Boyd, avait très bien mis en évidence, et que Claire Ballet passe son temps à redire à longueur de panique morale. Dana Boyd disait, pour reprendre les mots d'un des slogans de Facebook et participer à enfoncer le clou, l'idée que le numérique c'est compliqué pour les jeunes en fait, d'accord, il n'y a pas d'aisance, c'est compliqué pour eux, avant même donc les questions d'insertion dans le travail et d'emploi. C'est ça que c'est le point sur lequel je veux insister. Ce qu'elle entend par là, c'est que pour la plupart des jeunes, Internet n'est pas un simple outil, mais un espace social, de public en réseau, où tout peut devenir visible, persistant, copiable et amplifiable. Donc il leur faut composer avec, et en fait, ils n'ont pas le choix. Les jeunes n'ont pas le choix. Ils doivent composer avec. C'est une contrainte et pas l'expression de leur désir profond. Ils doivent en permanence gérer l'effondrement des contextes, qui fait que ces paroles circulent entre pairs, parents, profs, éventuellement recruteurs, et bricoler des stratégies de confidentialité situées, avoir des comptes secondaires, des codes, des cercles restreints. Donc c'est évidemment ni une liberté totale, ni une inconscience, mais Dana Boyd montre bien comment c'est toujours un travail relationnel, sous contrainte d'architecture de plateforme, la technique n'est pas neutre, et d'inégalité sociale, it's complicated. Voilà. C'est compliqué donc de bien des manières, de bien des façons, pas identiques évidemment selon les milieux sociaux des jeunes, mais ils partagent eux une même condition derrière cette étiquette problématique qu'ils se fadent de natifs numériques. Alors, est-ce que c'est forcément seulement un travail relationnel, le travail auquel ces jeunes sont aux prises, plutôt donc à l'adolescence, parce que voilà, clairement c'est les domaines qui ont été les plus investigués. Il semble aussi que non, et on peut voir des continuums avec déjà les mondes scolaires, des espaces numériques de travail, de l'entrée en 6e, voire dès le primaire, à la vie avec Pronote. Et puis, si on continue, Parcoursup, sans même évoquer mon master pour les plus diplômés, on voit que l'articulation entre numérique et travail et entrée sur le travail des jeunes est quelque chose d'extrêmement puissant. J'évoquerai même pas nos expériences d'enseignants-chercheurs à l'université, mais évidemment,
Donc voilà, on se rend bien compte que, je pense que personne parmi nos équipes de collègues n'a l'impression qu'on vit et qu'on coévolue avec des natifs numériques, hein, évidemment de ce point de vue-là, et quelles que soient leurs compétences et leurs qualités. Mais donc concrètement, un premier rapport de votre dossier, et il n'est pas des moindres, hein, et par rapport aux travaux, je dirais les plus nombreux en sociologie du numérique, pour prendre ce corpus, c'est de porter le regard sur des jeunes moins jeunes. Hein, et ça, finalement, c'est pas toujours quelque chose qui est beaucoup fait. Et là, on quitte un peu les ados des Skyblog ou les usagers de Snapchat qui ont été effectivement peut-être plus regardés. Le deuxième apport du numéro, c'est évidemment de s'intéresser à, si on prolonge cette idée, ce qui devient de nouvelles épreuves qui s'ajoutent aux précédentes que j'ai déjà évoquées et qu'ils ne rencontrent pas en avançant dans leur jeunesse vers l'emploi, mais qui continuent de rencontrer, qui s'intensifient probablement, hein, en termes d'épreuves, qui s'intensifient et qui se présentent aussi comme des épreuves, et Aurélie l'a dit, avec aussi toujours de nouveaux intermédiaires, en ligne et hors ligne, hein, des intermédiaires numériques et non numériques, dès lors aussi que, effectivement, ce qui change, c'est qu'aussi des politiques publiques sont mises en œuvre, mises en place pour s'en occuper, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, alors qu'Internet était quand même déjà en partie un peu diffusé. Alors, qui sont les jeunes de ce numéro d'Agora? Je l'ai dit, c'est pas des adolescents, mais on a plutôt des jeunes qui ont entre 15 et 30 ans. Souvent, c'est des jeunes majeurs, hein, des jeunes adultes qui ont 15, 18, 27, 32 ans. C'est le focus qu'on a du côté des grimpeuses et des grimpeurs. Et ce qui fascine, c'est qu'on voit beaucoup quand même que leur rapport aux compétences numériques est celui largement d'une grande autodidaxie. Hein. On a des rapports très autodidactes aux outils qu'ils utilisent, quels que soient les cas, que ce soit pour se mettre en valeur sur Instagram et négocier des contrats, que ce soit aussi pour les plus habiles qui cherchent à trouver des jobs étudiants en parallèle de leurs études et qui, eux, parviennent, et quelque part, ça prolonge leur code des sociabilités adolescentes, à être capable de jouer avec l'algorithme pour plus ou moins bien se présenter et augmenter ses chances d'être pris, d'être sélectionné, qui pour du babysitting, qui pour aller donner des cours, et éventuellement essayer d'y faire une place pour ne plus être frappé par certaines inégalités. Parce que le profil en ligne peut parfois permettre quand même d'augmenter certaines de ses chances de se faire recruter. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important, et l'article sur l'escalade est vraiment amusant parce qu'évidemment, on trouve un résultat qui, quand on y réfléchit, est pas si surprenant, mais qui est très bien démontré. C'est qu'évidemment, ce sont les plus âgés, plutôt les 26-32 ans, qui mettent en œuvre un gros travail numérique pour pouvoir finalement faire ce que leur demande leur professionnalisation et pas juste leur rôle d'usager du numérique, puisque ce qu'il faut, c'est aller négocier des contrats avec des sponsors, avec des intermédiaires de telle ou telle fédération pour pouvoir finalement monétiser son activité et vivre de la grimpe. Voilà. Alors, ce qui est particulièrement poignant, c'est que dans la deuxième partie du numéro, les enquêtes se déplacent sur ensuite des publics et des groupes de jeunes qui vont effectivement être amenés à clairement questionner autour du numérique des choses comme Dominique Pasquier l'a déjà très très bien montré, qui sont de l'ordre du rapport à l'écrit. On n'est pas dans les usages des sociabilités adolescentes, quoique ça l'est aussi, mais on passe beaucoup du côté de la question de l'écrit formel, de l'écrit numérique, dans des circonstances de relations institutionnelles. Et là, comme Dominique Pasquier le disait, en s'appuyant beaucoup sur les travaux de Bernard Lahire, là, les inégalités, on trouve des inégalités qu'on connaît depuis des décennies et des décennies, hein, et que quelque part, le numérique ne vient pas très très fortement reconfigurer, et c'est particulièrement le cas quand on regarde évidemment les situations d'une soixantaine de mineurs et de jeunes adultes de 12 à 21 ans qui ont une foultitude de problèmes numériques que je vais pas pouvoir prendre le temps de résumer, tellement c'est impossible, tellement ils sont nombreux, et plus encore dans le cas de jeunes migrantes et migrants qui se retrouvent en situation d'être des usagers autonomes, obligés de travailler activement à leur insertion. Donc tout ça, évidemment, ça figure à chaque fois de nouvelles épreuves après le collège, le lycée ou même des situations de décrochage qui font que le numérique, qui était compliqué,
le reste. Il faut devoir être compétent en matière numérique, c'est-à-dire être autonome grâce au numérique, mais vis-à-vis du numérique, tout en étant autodidacte. Et déjà, si on doit solliciter des formes d'aide, c'est quelque part la reconnaissance qu'il y a une difficulté. Le deuxième point, c'est je passe sur ce point, c'est de devoir être devenu capable d'entrer en relation, et ça c'est un des points très originaux de l'article, avec des services d'insertion, de nouveaux intermédiaires, et de pouvoir finalement être capable de numériquement recourir à ses droits, parce que c'est à cette échelle aussi générale que se posent les enjeux. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est qu'à travers ces terrains originaux, on retrouve un résultat récurrent. C'est non pas le numérique comme interconnectant directement les individus et les groupes sociaux les uns aux autres, dans un mouvement, une promesse jamais tenue de désintermédiation qu'aurait occasionné Internet, mais au contraire un grand mouvement de réintermédiation jusque dans l'essor croissant de politiques d'action publique. Le troisième et dernier point que je voulais évoquer, c'était celui, parce que je trouve que c'est vraiment une des promesses très intéressantes, et vous l'avez mise avec, entre guillemets dans le titre, c'est cette idée de travail numérique, et de quel travail numérique il s'agit. Alors là, on peut couvrir des pistes, mais je trouve qu'il y a vraiment un gros chantier, parce que ce travail, on l'évoque dans les articles comme un travail relationnel. Il pourrait être aussi chez les jeunes un travail émotionnel, c'est pas une expression qui est utilisée, mais voilà, travail numérique, vous le dites. Travail et numérique pose la question du hors-travail, du travail à côté, ou encore du travail gratuit. L'ubérisation fait aussi office de caisse de résonance pour réfléchir à ces enjeux. On retrouve les acceptions dans l'article de Marie Trespeux chez ses collègues du travail invisible, l'idée qu'en plus ce travail, il est concret, il est important, mais il est invisibilisé, ou le fait que c'est un travail d'inclusion numérique qui est opéré par les acteurs professionnels. Alors, moi, je trouve, ça m'a fait penser avec des choses sur lesquelles on a travaillé avec Anne Bellon, Jean-Marc Veller, en travaillant spécifiquement sur le travail administratif qui se trouvait, et c'était une surprise pour moi, mais qui est très original, un des angles finalement pour 3 articles de votre numéro, alors que pour moi ça n'allait pas de soi. C'est une vraie originalité parce qu'on regarde rarement les usages des services administratifs des plus jeunes en fait. À ma connaissance, c'est très très peu regardé. Nous, on avait parlé avec Anne et Jean-Marc de la possibilité d'un surtravail, et pour les agents administratifs, et pour les usagers, un surtravail qui est lié à la matérialisation, parce que ces réformes de dématérialisation sont vraiment extrêmement mal nommées. L'épreuve numérique, c'est comment on classe des documents dans un disque dur d'un ordinateur qui est en ordre de marche, où est-ce qu'on copie ses identifiants, ses mots de passe, ses courriers, qu'on génère des PDF, et j'en passe. Il faut disposer d'un équipement matériel important qui fait que au fardeau administratif très travaillé par la science politique, on évoquait l'émergence d'un véritable fardeau numérique venant s'ajouter à ce fardeau et le complexifier encore en retour. Alors, pour conclure sur toutes vos pistes et vous remercier, vous acheviez vous-même votre introduction en rendant hommage fort à propos à notre collègue sociologue Dominique Pasquier qui nous a malheureusement quittés au printemps dernier, et je voulais me permettre de prolonger à mon tour votre hommage, hommage d'ailleurs que fait quasiment la moitié des articles du numéro, en travaillant tout simplement cette notion des usages ordinaires du numérique en tout milieu sociaux. Dominique disait un certain nombre d'enquêtés ont acquis des compétences parfois marginales ou même insolites. C'était la conclusion de son ouvrage de 2018, mais qui leur ont finalement permis d'avoir de nouvelles pratiques, toujours gratifiantes et dans certains cas lucratives. Il s'agirait donc de ne pas porter sur Internet le regard condescendant qui a été porté sur le rapport des classes populaires à la télévision. Le tout est de ne pas prêter à Internet des pouvoirs qu'il n'a pas et qu'il ne peut pas, d'une certaine manière, avoir, mais que des promoteurs et des concepteurs de technologie n'arrêtent pas de nous répéter qu'ils ont. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que vous abordez ces questions dans un contexte qui est profondément renouvelé, où le numérique est devenu de plus en plus obligatoire. On a un devenir obligatoire du numérique. Quand, il y a 20 ans, on étudiait Internet, c'était un choix, une option, mais elle est largement devenue obligatoire, et on se retrouve, comme avec les enquêtés de Dominique Pasquier, lorsqu'elle nous disait que la phrase qui résumerait le mieux l'esprit général de ces enquêtés, c'était qu'il fallait bien s'y mettre. Il fallait bien s'y mettre. Voilà. Et on espère que vous pourrez vous-même continuer à vous y mettre pour déployer ces perspectives qui sont nombreuses, et on ne peut que vous remercier pour ça. Merci. Merci.
Merci beaucoup, Eric. Alors, sans transition, maintenant, je vais laisser la parole à Victor Bessang-Michelin, qui est chargé de plaidoyer à Emmaüs Connect. Mais je vais lui aussi laisser la lourde tâche d'expliquer avant ce que c'est que Emmaüs Connect, avant qu'il nous dise qu'est-ce qu'il a lu et comment ce dossier fait écho aussi à des pratiques professionnelles ou à des questionnements dans l'association. Alors, j'ai 15 minutes. Bonsoir à toutes et à tous. Alors déjà, pardon, pour commencer, merci de l'invitation. C'est assez rare qu'on ait l'occasion, en tant qu'acteur de la solidarité, de s'exprimer aux côtés de chercheurs et de chercheuses qui ont travaillé sur des sujets qui sont les nôtres. Je dois dire que quand je suis arrivé chez Emmaüs Connect il y a 4 ans de ça, parfois on avait de la difficulté à trouver de la matière sur nos sujets, et que depuis 4 ans, on se rend compte que tout ce qu'on voit au quotidien commence à être gravé dans le marbre scientifique, et donc ça fait plaisir. Alors peut-être rapidement pour introduire Emmaüs Connect, c'est une association du mouvement Emmaüs que normalement vous devez connaître, sauf si vous viviez sur une autre planète, mais vu que vous êtes ici, je pense que vous connaissez ce mouvement. On est né en 2013 du constat à l'époque qu'on avait des personnes en situation de précarité qui n'avaient pas forcément les moyens de se connecter à Internet. Donc on est né vraiment à la base de cette question de la connexion, de la question du mobile aussi, est-ce qu'on est capable d'appeler ses proches. Et donc depuis 2013, on propose des recharges prépayées à tarif très solidaire pour que les personnes puissent répondre à ce manque de connexion. Puis progressivement, on est allé sur les autres freins à l'inclusion numérique, que sont le manque d'équipement, ça a été rappelé, et évidemment la question des compétences. Donc nous, on accompagne chaque année à peu près 20 000 personnes dans 20 territoires d'action. On a une quinzaine de lieux physiques d'accueil, dont 5 en région parisienne, où on reçoit du public. Et ce qui est intéressant, ça me fait une bonne transition sur les articles, c'est que finalement le public qui est étudié dans le cadre de ces articles, c'est notre public. Alors c'est une partie de notre public, parce que nous, on a toute la pyramide des âges de la société française qui vient chez nous. Ce qui est le dénominateur commun de toutes ces personnes, c'est qu'elles sont toutes en situation de précarité. Alors c'est un choix que nous on fait, les gens qui viennent chez nous sont orientés par des structures sociales, mais c'est aussi la réalité de l'exclusion numérique en 2025 en France, c'est que ça touche avant tout des personnes précaires. Donc je me suis prêté à cet exercice de commentaires d'articles, ça fait longtemps que j'avais pas fait ce genre de choses. Donc je vous prierai de bien vouloir excuser mon manque de rigueur académique, même si je me suis efforcé de citer quelques sociologues dont certaines ont déjà été citées, donc mince, j'aurais plus la primauté. Cela dit, l'idée c'est vraiment de vous expliquer comment ces articles résonnent avec notre quotidien, le réel que nous on vit. Je crois que le premier point qu'il faut rappeler, alors qui est rappelé en introduction de tous ces articles, c'est de voir comment ces articles déconstruisent complètement le mythe du digital native. Alors là, il y a évidemment plein de sociologues qui ont pu bosser dessus. Moi, je pense notamment au laboratoire Marsouin et à Pascal Plantard qui a pu travailler sur ces sujets-là et que j'ai eu l'occasion d'écouter. Donc c'est pour ça que c'est lui que je cite. Je sais pas s'il est meilleur que les autres. De déconstruire cette idée que les jeunes seraient naturellement à l'aise avec le numérique, qui n'a en soi aucun sens, déjà parce que ça veut dire quoi être à l'aise avec le numérique? Il y a tellement d'usages différents du numérique, et ça les différents articles le montrent très bien, que ce soit pour les grimpeurs et les grimpeuses qui eux-mêmes ont des usages qui évoluent à mesure qu'ils grandissent sur Instagram, sur les plateformes. Alors il y a les plateformes d'emploi étudiant, sur la question de la protection de l'enfance. Donc on voit toute la diversité de ces usages, et ça c'est quelque chose qu'on voit nous au quotidien. C'est-à-dire qu'on a énormément de jeunes qui viennent chez nous parce qu'ils sont très à l'aise avec TikTok, Insta, Snap, mais alors par contre si vous leur demandez de faire un CV, qui est aujourd'hui une injonction permanente dans la société, on est face à des jeunes qui ne savent pas faire. Mais vraiment qui ne savent pas faire. On a des jeunes qui ne savent pas utiliser un ordinateur. On en est vraiment là. Et tout ça, c'est uniquement en parlant de la question des usages. C'est-à-dire qu'on parle même pas de la question de la compréhension de ce que c'est que le numérique. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un regard critique sur le numérique, qui est aujourd'hui le sujet qui vient de plus en plus. C'est-à-dire que nous, au quotidien, on apprend aux gens à utiliser les outils, mais de plus en plus, on se dit qu'il faut surtout qu'on leur apprenne à comprendre les outils, qu'on les aide à développer un regard critique. C'est-à-dire, c'est une chose de savoir utiliser Instagram, d'utiliser un logiciel des GAFAM. Qu'est-ce que ça implique sur mes données personnelles, sur mon rapport
à la société que d'utiliser ces outils-là. Et ça se voit aussi très légèrement, mais dans les articles avec la question des algorithmes sur ces fameuses plateformes sur lesquelles vous pouvez trouver des jobs, où finalement il y en a certaines où en fonction de la photo que vous allez mettre, des mots-clés que vous allez utiliser, vous allez être boosté ou pas par l'algo. Des algos qui eux-mêmes sont pas neutres, même si c'est pas le sujet du jour. Et surtout, ces articles ils montrent l'importance de la question du marqueur social. Voilà. Ce sont les plus précaires qui sont les plus concernés par la question de l'exclusion numérique et qui le vivent comme un nouveau frein. Le numérique n'est pas une opportunité, le numérique c'est un frein pour ces personnes en situation de précarité, à qui on demande au contraire d'être autonome. Pour suivre une formation, on se retrouve avec des situations ubuesques où pour suivre une formation numérique, il faut déjà être autonome sur le numérique, qui sont des réalités, ou alors pour les publics migrants, où on perçoit le numérique comme étant une solution géniale pour eux, alors qu'en fait c'est juste un frein supplémentaire qui vient s'ajouter à des freins qui sont déjà existants. Donc ce mythe-là, il est particulièrement problématique parce qu'il crée un impensé de nos politiques publiques que nous on constate au quotidien, qui est l'impensé de l'accompagnement des jeunes au numérique, parce que considérés comme pas nécessaires, puisqu'ils sont nés avec, donc ils sauraient faire. Et donc c'est un pensée de l'accompagnement des jeunes, c'est le deuxième point sur lequel je voudrais vous amener. Il repose sur l'idée que il y aurait des compétences invisibles, ces compétences numériques qui seraient finalement acquises de toutes et tous, et nous, on le constate vraiment au quotidien, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, c'est ancré dans la société. Quand on parle avec des dirigeants, quand on parle avec des ministres, comme ça peut m'arriver avec des députés qui travaillent pourtant sur ces questions-là, on se retrouve face à des personnes qui ne comprennent pas que c'est pas juste un problème de vieux, quoi. Finalement l'âge est un marqueur au-delà de 70 ans quand il y a des questions de perte d'autonomie qui rentrent en jeu, mais qu'au final, si on regarde les études qui sortent, alors que ce soit des études déclaratives ou des travaux de sociologie, le vrai marqueur, c'est le marqueur social. Quel niveau de diplôme vous avez, quel niveau de revenu vous avez, dans quel CSP vous placez. Et donc ça mène à une absence d'accompagnement et une absence de formation des professionnels. Et donc là, on est aussi vraiment dans ce que nous on voit au quotidien, puisqu'on travaille avec des professionnels de l'action sociale, c'est le manque de formation au numérique, à l'accompagnement au numérique, à l'accompagnement avec et l'accompagnement dans le numérique, pour reprendre la terminologie dans l'article de François Saurin. Donc ils sont complètement abandonnés là-dessus, et si on se focalise sur la question de l'accompagnement au numérique, c'est un impensé qui va bien au-delà des jeunes, quoi, et bien au-delà des travailleurs sociaux qui accompagnent les jeunes, puisque dans la manière dont on a pensé nos politiques publiques, dans la manière dont on pense le numérique dans la société, on considère que c'est quelque chose qui va de soi, que les gens acquièrent eux-mêmes ces compétences. C'est la question du surtravail, je vais y revenir, et que donc il n'y a pas besoin d'accompagner. Nos politiques ont mis très longtemps avant de se saisir du sujet. La première politique publique sur l'accompagnement numérique un peu sérieuse, c'est 2017, sur le lancement du programme Société numérique, avec ce qu'on appelait à l'époque les passes numériques. C'était pas fantastique, qu'on se le dise. Et derrière, depuis 2020, on a eu la question des conseillers numériques. Donc là, on est allé un peu plus loin dans le sujet. Le problème, c'est que on voit que quand bien même ça a infusé qu'il fallait accompagner les personnes, il n'y a pas encore une compréhension pleine et entière du fait que ce problème ne va pas disparaître. Et aujourd'hui, on doit se battre pour qu'il y ait des politiques d'inclusion numérique qui perdurent. Sur la question des professionnels, il y a finalement le sujet du surtravail. Et ce surtravail qui est pensé initialement, enfin qui est pas pensé, mais qui initialement se porte sur les usagers, sur les jeunes, où on leur demande eux-mêmes d'être capables de monter en compétences, et qui mécaniquement, avec la dématérialisation des services privés, mais en l'occurrence surtout des services publics dans ce qui nous concerne nous au quotidien, quand l'usager ne sait pas faire, en fait, ce surtravail, il se reporte sur qui ? Sur les professionnels de l'action sociale. Donc, on est dans une situation où on a des travailleuses sociales, je dis travailleuses sociales puisque 80% sont des femmes, se retrouvent au quotidien à faire de l'inclusion numérique, à accompagner sur de l'administratif en permanence, alors que c'est pas leur job. C'est pas leur métier, c'est pas elles de le faire. Nous, on a fait une enquête auprès de professionnels de l'action sociale l'année dernière. On a pu interroger 2500 professionnels de l'action sociale, donc ce qui représente 1% du secteur
Donc c'est pas une étude qui se veut scientifique, mais je pense qu'elle a une certaine valeur malgré tout. Et on se rend compte que 92% des répondantes déclarent que l'inclusion numérique, le fait de faire de la médiation numérique, fait partie intégrante de leur métier aujourd'hui. Or, c'est pas du tout pensé, et 40% d'entre elles nous disent on n'est pas assez formé sur l'accompagnement numérique. 40%, c'est énorme. Si on a 40% d'un corps de métier qui accompagne au quotidien sur des outils qui disent j'ai pas été formé sur le sujet, c'est quand même qu'il y a un problème, quoi. Et donc cette numérisation, au-delà des jeunes, elle est aussi très mal vécue par les aidants qui sont présents et les aidantes, pardon, qui sont présentes dans ces différents papiers. C'est mal vécu, c'est considéré comme absurde et c'est très loin de simplifier. Au contraire, nous dans l'enquête qu'on porte, ce qui revient le plus souvent, c'est le terme de chronophage, perte de temps, charge supplémentaire. Donc en fait, le numérique vient créer une surcharge. Alors, tout ça m'amène à conclure finalement sur le fait que ce que ces différents travaux montrent très bien, c'est je crois le dernier article qui termine là-dessus, que le numérique est tout sauf neutre et qu'en fait les situations qui sont décrites dans ces articles sont le reflet de choix politiques qui ont été faits notamment en France. D'abord, le choix et cette idéologie, si je puis dire, du devoir d'autonomisation. C'est-à-dire qu'on attend de ces jeunes, mais dans le cas des personnes que nous accompagnons, globalement des personnes en situation de précarité, qu'elles s'autonomisent d'elles-mêmes. C'est une injonction qu'on retrouve dans la plupart des politiques sociales, hein, pour celles et ceux qui sont familiers et familières des politiques, notamment du RSA. C'est clairement ce qui infuse dans les politiques publiques actuellement, la question des devoirs. On a le devoir de s'autonomiser. Et on se retrouve dans des situations où chacun doit se débrouiller seul, être en mesure d'acquérir des compétences numériques qui sont pourtant nécessaires à leur insertion, et où on doit apprendre à se marketer. Alors là, c'est le cas des grimpeurs et des grimpeuses, pour coller à ce qu'attendent les plateformes. Donc il y a une petite logique capitaliste derrière aussi, qui sont dopés aux algorithmes, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, tout sauf neutres. Et ça, on le voit de plus en plus. Et s'il y a bien un aspect positif, un des aspects positifs des tensions transatlantiques du moment et du fait que Twitter a été racheté par Elon Musk, c'est que là aujourd'hui, sauf à regarder je ne sais où, on est obligé de se rendre compte que tout ça est très politique et que les algorithmes ne sont pas neutres. Cette logique d'autonomisation, quand elle est couplée au technosolutionnisme, ça nous donne la dématérialisation des services publics. Dans sa forme actuelle, en tout cas. Qui est une forme qui accepte que la charge administrative soit transposée de la puissance publique vers l'usager. Donc là, je vais citer Anne Belon, avec qui j'ai eu la chance d'échanger et que j'ai pu écouter sur ces sujets-là et qui l'explique très bien. Alors je ne sais pas si c'est ses travaux elle, mais en tout cas, elle explique très bien tout ça dans de nombreuses de ses interventions. Parce qu'on part du principe que cette question de la modernité, elle va régler le problème. C'est-à-dire, il y a un problème de non-recours, vous en faites pas, on a une solution, la modernité, le numérique, c'est génial, ça va résoudre le problème, et on oublie complètement que le numérique, ne résout pas la problématique du langage administratif, qui de base crée déjà des freins, mais en plus de ça, il vient rajouter une surcouche. Là, il y a les travaux de Nadia Goubani qui sont super là-dessus, qui montrent que le numérique crée une surcouche, et qu'en fait, avant on n'avait que la couche administrative, maintenant la couche administrative puis la couche numérique, et en plus de ça, on n'a plus personne au guichet pour nous aider. Donc ces politiques, elles mettent complètement de côté et je suis ravi qu'on ait parlé de la sociologie de guichet, elle met complètement de côté l'aspect déshumanisant du passage au tout numérique, qui crée tout un tas de problèmes qu'à mon avis on commence seulement à comprendre sur le rapport à la puissance publique, sur l'éloignement de la puissance publique et sur comment ça vient alimenter derrière certains discours et certains votes. Suivez mon regard à l'extrême droite. Voilà, cette dématérialisation d'ailleurs, elle vient en plus, je trouve, renforcer la dévalorisation des métiers de guichet,
puisque on en vient à donner ces rôles-là à des services civiques, on en vient à créer des maisons France Service qui sont portées par des associations dans lesquelles on a des personnes qui sont mal payées, qui sont pas des agents de l'État, qui n'ont pas accès aux dossiers, qui sont qu'on met dans des situations d'impuissance aussi. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que ces travaux sont extrêmement utiles parce qu'ils nous permettent nous déjà d'avoir des faits et des travaux scientifiques sur lesquels on peut s'appuyer quand on va porter notre plaidoyer, quand on va parler à nos représentants politiques, même s'il faut reconnaître que la sociologie n'est pas forcément la plus valorisée auprès des pouvoirs publics actuels. Cela dit, ça renforce notre plaidoyer, ces travaux viennent déconstruire un mythe, et surtout, ils permettent, je crois, d'ouvrir un débat autour de nos politiques publiques numériques qu'on n'a pas malheureusement actuellement, je suis un peu dur, qu'on commence à avoir aujourd'hui, mais pendant longtemps on n'a pas eu, puisque c'est inhérent à nos politiques numériques. Elles n'ont jamais été pensées politiquement, et elles ont toujours été mises en place comme allant de soi, coulant de source, et étant finalement dans le sens de l'histoire. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Victor. Eh bien, on va passer maintenant à la partie plutôt débat et moins lecture du dossier. Normalement, vous avez eu pas mal de billes, voilà, mais maintenant la discussion est ouverte sur tout ce qui a pu être abordé depuis tout à l'heure et puis même au-delà. Moi, j'ai plein de questions, mais si déjà il y a des questions à prendre dans la salle, il y a Laurent qui est doté d'un micro et qui se déplace, qui est mobile. Ce n'est pas un algorithme ni un hologramme, c'est un humain. Là. Et ben donc, ce sera Camille qui donnera le micro. Bonsoir, merci à tous les quatre pour ce beau numéro. Alors, je suis désolée, j'ai un peu de questions qui sont pas très cool, mais il est un peu tard pour y répondre, mais quand même, je vais les poser. Alors, la première question, vous êtes tous et toutes revenus sur la force du stigmate à l'égard des jeunes et de cette maîtrise des nouvelles technologies. Moi-même, je passe ma vie à le déconstruire. Moi-même, je passe ma vie à l'écrire, à communiquer là-dessus, et je suis pas la seule. On est nombreux et nombreuses à le faire. Et pourtant, ça persiste. Et j'avoue que j'aimerais bien avoir vos hypothèses ou même vos thèses sur cette question. Qu'est-ce qui fait que ça persiste, en fait? Qu'est-ce qui fait, alors que tout le monde dénonce ces préjugés à l'égard des jeunesses, vous l'avez précisé, c'est quelque chose qui traverse l'histoire, et qu'est-ce qui fait qu'en fait, ça ne cesse de se répéter? Est-ce que vous avez des hypothèses sur la force des préjugés à l'égard de la jeunesse, que ce soit sur leur maîtrise des nouvelles technologies, sur leur rapport au travail? Voilà. On est dans une société qui n'a de cesse, en fait, de les dévaloriser et de leur attribuer des pratiques qui sont complètement à l'encontre de tout ce qu'on dit par ailleurs. Deuxième question. Finalement, quand je vous écoute, je suis pas du tout une spécialiste des pratiques numériques, mais quand je vois les titres des articles de numéros, je me suis demandé si finalement la notion de numérique, est-ce qu'elle est satisfaisante selon vous? Parce qu'en fait, vous avez passé vous décrivez très justement, très minutieusement dans toutes vos communications la diversité en fait des usages du numérique, ce que ça implique en termes de compétences, d'acquis, de manque de ressources, de disparités. Et finalement, elle est employée de manière très générale et englobalisante, alors qu'on voit que derrière le travail du numérique, derrière la notion du numérique, en fait, il y a vraiment des pratiques très différentes, et c'est quand même pas la même chose de savoir se marketer soi-même, de savoir se mettre en scène sur Insta, que de pouvoir faire un CV en ligne. Enfin, et donc je me demande si la sociologie aurait pas intérêt, au moins, à se poser la question de cette notion du numérique qu'on emploie.
est-ce qu'en fait, il faut pas aller la travailler, la détailler, enfin, parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire le numérique? Voilà. Je vous remercie encore pour vos interventions. Non, alors je fais une petite introduction juste à la question. Non, merci beaucoup pour ces questions qui sont pas du tout un cadeau. Non, moi je pense juste à une collègue qui cite cette citation visiblement qu'on prête à Socrate. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, ils sont mal élevés, méprisent l'autorité, n'ont aucun respect pour leurs aînés et bavardent au lieu de travailler. Visiblement, il y a débat sur est-ce que c'est Socrate, pas Socrate. Les gens les plus optimistes la remontent à 1906, donc je dirais quand même que globalement, l'avantage c'est que ça nous dédouane un peu de toute responsabilité dans le maintien de ces préjugés. On n'est pas les seuls, mais voilà, c'est la seule réponse que j'aurais à te fournir. Mais je laisse Nicolas compléter. Merci. Je vais faire un pas de côté. C'est une solution quand on ne sait pas répondre directement à ce que vient de dire la collègue à côté. Sur la question pourquoi ça se répète, je suis en train d'essayer de publier sur une enquête que j'avais faite au service public de l'emploi, sur la dématérialisation du service public de l'emploi, et il y avait quelque chose qui m'avait marqué dans le discours des responsables, directeurs et directrices d'agence. Certains agents et agentes, les conseillères majoritairement, parfois des directrices régionales pour l'emploi à l'époque, d'une rhétorique en fait qui était à l'œuvre pour légitimer et justifier la dématérialisation comme politique visant à conformer les usages des destinataires et aussi à se justifier des problèmes que ça pouvait causer, la dématérialisation et des inégalités en jeu. Et en fait, ça fait écho à ce que disait aussi Victor tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a ces croyances assez fortement intégrées en ce que le numérique serait synonyme de modernité. Et modernité, ça renvoie à la fois au sens de l'histoire, c'est comme ça progresse. De toute façon, maintenant, on n'a pas le choix, donc il faut y aller, il faut se conformer. Ce qui contribue à ce que ce soit un impensé et qu'on conteste pas ou qu'on minimise les effets pervers négatifs. Et modernité au sens de c'est positif. C'est classe, ça en jette, si tu sais utiliser les outils numériques, t'es meilleur que les autres, etc. Et notamment parce que ça renvoie aussi au rapport à l'écrit. Donc tout ça, je pense, contribue à en faire une image très positive associée au numérique, du moins au départ. Est-ce que maintenant ça commence à changer à force que les sciences sociales martèlent que ça va pas de soi et qu'il y a des effets contre-productifs. Voilà. Et un deuxième argument, un deuxième discours qui allait dans le sens de cette rhétorique, c'était oui, il y a des difficultés, oui, il y a des problèmes, mais avec l'accompagnement, on va rattraper tout ça. Et donc, en fait, ça renvoie, je pense, en ce qui concerne les politiques publiques, au caractère perfectible, amélioratif des politiques publiques, c'est-à-dire, on va apprendre de nos erreurs, ok, on a compris, et donc, on va arranger tout ça. Sauf que bon, dans la réalité, ça se passe pas tout à fait comme ça. Et il y avait aussi une tendance à dire, ça renvoie aussi à l'image que c'est surtout les vieilles personnes qui ont des problèmes, à délimiter un public très restreint qui serait concerné par ces difficultés. Les personnes âgées, les personnes en situation de grande pauvreté à la rue ou les personnes qui maîtrisent pas la langue française. Le problème, c'est qu'avec ce type de discours, ça individualise les problèmes sociaux et du coup, on s'éloigne de la question des politiques publiques de dématérialisation. Et rapidement sur la notion de numérique, je ne sais pas ce qu'en pense Aurélie, mais je pense qu'on l'utilise parce que justement c'est englobant. Ça permet d'englober toutes les dimensions que tu as évoquées. Et si on parlait de dématérialisation, on le restreindrait par exemple à certaines politiques publiques avec un mot qui charrie aussi des connotations qui ont été évoquées. Donc le numérique, ça permet de parler des usages ordinaires, récréatifs, professionnels, des usages et catégories institutionnelles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la circulation en fait entre ces différents espaces, avec les rapports sociaux, les rapports de force qui sont en jeu, à mon avis. Ouais, merci beaucoup. Ces deux grosses questions. Vous avez déjà donné des éléments de réponse importants, peut-être sur
la question de la persistance des croyances, je sais pas sur pourquoi elles persistent, c'est difficile de répondre, mais en tout cas sur l'idée d'un retour qui, à défaut d'être éternel, est quand même récurrent, c'est effectivement pas nouveau. Ouais, je veux dire, enfin, c'est frappant que une gamme d'objets qui n'est pas limitée au numérique, mais qui serait grosso modo tous les médias, sont tous passés par un travail de disqualification qui touche d'abord les pratiques des jeunes. C'est les premières enquêtes de sociologie des médias, c'est pourquoi le cinéma et les westerns rendent la population des villes américaines urbaines plus violentes. Hein. Et c'est la croyance dans les effets extrêmement puissants des médias. C'est vrai ensuite pour les comics. Ça cible les jeunes et on présuppose toujours une force inédite des effets supposés des dispositifs techniques. Donc ça, c'est juste un constat. Mais après, c'est ce que disait Nicolas, c'est toujours une manière de dire, si la technologie est estimée si puissante, c'est toujours en parallèle avec un oubli des contextes sociaux d'usage et des contextes sociaux et des inégalités qui peuvent les caractériser, qui fait qu'on ne devrait pas pouvoir a priori englober toutes ces situations. Et c'est pourtant toujours ce qui est fait quand on pense la technique en société. Donc j'élargis un peu en disant ça, mais ça permet d'ouvrir aussi sur votre deuxième question, hein, et la notion de numérique. Moi, j'avais essayé d'ouvrir la parenthèse qui était de dire que l'étiquette de sociologue de numérique, elle me va pas, mais je passe pas mon temps à définir mon identité et à choisir l'étiquette avec laquelle je travaille. Et puis cette étiquette, elle est présente dans bien des espaces, dans les axes des laboratoires, dans les appels à projets des institutions pour lesquelles on recherche des financements. On passe notre temps à composer avec. Et évidemment, si on replace le numérique dans d'autres gammes de technologies, la sociologie des sciences et des techniques, la sociologie de l'innovation, qui est une manière de s'intéresser au changement et aux transformations sociales, et indissociablement aussi techniques, dans le sens où ce sont des productions humaines sociales, les techniques. C'est pas d'un autre ordre qui s'imposerait à l'humanité. Eh bien, tout dispositif est un dispositif de pouvoir. C'est vrai pour les technologies matérielles numériques, c'est vrai pour d'autres gammes de technologies. Comment pas penser à mon collègue Olivier Béraud-Martin qui dit voilà, un chiffre, c'est une technologie de pouvoir, et ça tout à fait sur la même longueur d'onde. Quand avec des collègues Jean-Samuel Boscard et Sylvain Parasi, on a fait un manuel en 2016 la première fois, qui voulait faire la synthèse de 25 ans de travaux consacrés aux usages des technologies d'information et de communication, TIC, qui était l'expression largement dominante pendant une quinzaine d'années, depuis le milieu des années 90. On l'a appelé sociologie d'Internet, parce que c'était Internet qui était le mot-clé qui a fait circuler ces discours, ces enjeux, ces débats en société pendant une grosse quinzaine ou une vingtaine d'années. Et le numérique, on n'a pas souhaité le mettre parce que ça nous semblait être en partie justement qualifier autre chose, d'autres processus, d'autres dispositifs, et on a tenu à être précis, mais aussi pour dire ces questions-là, on se les pose déjà depuis 20 ans, plein de sociologues ont travaillé ces questions. Donc c'est aussi des dénominations et des normes qui s'imposent à nous. On pourrait remonter plus loin que Internet, hein, et je veux dire, pour moi, parmi les travaux que je préfère, qui portent sur la question du travail, et pour pas dire travail et numérique, c'est, je sais pas, moi, un grand article, c'est sur la place de la micro-informatique au travail dans les années 90, un article de Michel Golac, et j'oublie le nom de son collègue, dans les actes de la recherche en sciences sociales en 2000, des articles assez oubliés, assez peu travaillés aujourd'hui, qui évoquent la question de le micro-ordinateur comme objet de statut social des cadres, et comment les cadres au travail imposent aussi un certain type d'outils, voilà, et comment en imposant cet outil, c'est des normes qui circulent plutôt effectivement depuis des classes supérieures, voilà, et ça pose la question de tout un travail qui était celui du travail de secrétariat, qui était accompli par des personnes qui se voient finalement, renvoyées ailleurs. Donc ces questions, elles se rejouent, et je pense qu'il y a effectivement ce terme numérique, il est effectivement problématique. C'est juste une manière de continuer à ouvrir votre question. Quant à certains termes, je dois avouer parfois le petit sentiment d'impuissance qu'on peut avoir, hein, avec Anne Bellon, avec Jean-Marc Veller depuis longtemps. On a fait tout ce qu'on pouvait pour pointer ce qu'on considérait être l'inanité d'un terme comme celui de dématérialisation, hein.
qui charrie un ensemble d'enjeux qui sont celui justement d'invisibiliser les transformations concrètes sur l'organisation du travail, qui moi maintenant m'émeuvent. J'ai fait ma thèse au milieu des années 2000. Je travaillais sur le chantier de l'administration électronique en France et transposer ces enjeux technologiques de comment déclarer à distance l'impôt sur le revenu par Internet pour les gens qui étaient assujettis à l'impôt sur le revenu. C'était une manière d'accomplir des réformes des services publics par d'autres moyens qu'il était à l'époque encore plus difficile de penser qu'aujourd'hui. Et pourtant, y compris dans des syndicats, il y avait des gens qui voyaient bien que en transformant ça, 10 ans après, il y aurait moins de trésorerie, moins de guichets dans cette administration fiscale. Donc ensuite, ça pose la question plutôt des effets de nos publications en ligne. Voilà, c'est des questions très vives. Alors moi, je vais aussi faire un pas de côté parce que je suis pas sociologue, donc je vais pas avoir des réponses de sociologue à vous donner. Sur la question du stigmate. Alors, j'ai pas la prétention de savoir pourquoi. Il y a peut-être quelque chose de très humain là-dedans, dans le fait que systématiquement on remette sur les jeunes. Mais je vais simplement illustrer cette réalité que vous évoquez, parce que nous on le vit au quotidien, cette espèce de panique morale, quoi, autour du numérique avec les jeunes, quoi, de se dire mon Dieu, mais on a eu la même il y a 10 ans avec les jeux vidéo. On en a eu 50 000 autres, même plus avant. Donc ça on le voit au quotidien et nous, une des difficultés qu'on a sur ces questions numériques, et notamment sur ce sujet qui monte actuellement, qui est la question de l'acquisition d'une culture numérique minimum, d'être capable d'avoir un regard critique sur les outils numériques, c'est que il commence à y avoir une prise de conscience, mais la prise de conscience, elle est que sur les jeunes. Donc il faut que les jeunes soient capables d'avoir un regard critique, il faut que l'éducation nationale fasse son travail. Alors, on est d'abord passé par la période où il fallait absolument foutre des écrans partout à l'école, et puis maintenant, on se rend compte que c'était peut-être pas si malin, et que il faut, au-delà de mettre des écrans, il faut peut-être leur apprendre, aider les jeunes à comprendre ce que ça implique, quoi. Donc, on développe tout ça, et nous, on passe notre temps à dire, attendez, il y a un problème avec les jeunes, mais si vous regardez qui est le plus sensible aux fake news, c'est pas forcément les jeunes, quoi. C'est en partie les jeunes, mais c'est pas que les jeunes. Donc c'est aussi les adultes qu'il faut sensibiliser, c'est aussi les seniors, c'est aussi ceux qui ont un niveau d'éducation qui est peut-être un peu moindre, puisque globalement, en tout cas de ce que j'ai pu en lire, le facteur c'est ça. La seule étude que j'ai en tête est aux États-Unis où globalement c'est les républicains qui sont plus sensibles aux fake news. Bon, c'est pas très étonnant. Mais donc voilà, de se dire que effectivement c'est une réalité et que malheureusement ça infuse nos politiques publiques qui reposent sur des idées préconçues, mais comme malheureusement beaucoup de politiques publiques aussi, quoi. Sur la question de la notion de numérique, là pareil, j'aurais pas la prétention de dire si elle est pertinente ou pas, mais effectivement c'est intéressant de montrer à quel point elle est large, quoi, et de voir comment nous au quotidien on se retrouve embarqué dans 50 000 sujets, on nous sollicite sur des trucs qui parfois n'ont rien à voir avec notre champ d'activité parce qu'il y a numérique dedans, et puis on croit qu'on va savoir parler de hardware et de techniques numériques, quoi, et qui sont absolument pas nos sujets. Donc je trouve que c'est très intéressant, et puis la notion d'internet pour le coup elle est assez pertinente, puisqu'au final on voit que la plupart des sujets qu'on débat aujourd'hui sont liés à l'aspect mise en réseau, à l'aspect internet, et pas forcément à l'informatique telle qu'on l'a pensé dans les années 90, quoi. Peut-être juste pour compléter ma réaction à chaud de tout à l'heure, voilà. Après avoir écouté notamment mes collègues, juste 2 remarques. Je pense que sur le stigmate, en tout cas, il y a quand même ça rappelle juste ce poids de l'injonction au travail et à l'emploi. En fait, on disqualifie systématiquement la parole de ceux et celles qui sont considérés comme ne travaillant pas. Même si c'est pas toujours une réalité, que ce soit les femmes pendant longtemps, les chômeurs, les jeunes. Donc à partir de là, c'est très pratique, comme notamment pour justifier tout un tas de politiques publiques. On les applique, on le voit par exemple le CEJ, le contrat d'engagement jeune, qui s'est appliqué aux jeunes et qui sert de modèle un peu d'extension aujourd'hui, la prise en charge des personnes allocataires du RSA, etc. Donc voilà peut-être un élément. Puis un deuxième élément, je dirais que un petit peu comme pour le terme de dématérialisation qui continue d'infuser.
ces stigmates, quelque part, c'est la plus belle démonstration qu'on puisse faire d'un fait social. En fait, le social, bah, ça nous résiste et ça résiste même aux sociologues. Donc, c'est à la fois frustrant et en même temps satisfaisant. C'est un peu compliqué, mais voilà. Est-ce que la gardienne du temps me permet un dernier petit complément? Moi aussi, je pensais à autre chose encore, mais ça me fait penser à un article que beaucoup de sociologues connaissent, et même au-delà de Bourdieu sur la jeunesse n'est qu'un mot, et qui disait que les catégories d'âge sont des divisions arbitraires et recouvrent des enjeux de pouvoir. Et parmi les enjeux de pouvoir, en complément de ce que disait Aurélie, il y a des enjeux de pouvoir entre jeunes et vieux et vieilles, pour le dire vite, et renvoyer les jeunes à soit une prétendue violence, indiscipline ou insouciance ou ignorance, c'est aussi une manière pour les adultes sont celles et ceux qui ont le plus souvent le pouvoir. Il suffit de voir les moyennes d'âge des présidents. C'est une manière de se garder les vertus de la sagesse et du savoir, entre autres. Voilà. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ce raisonnement très très large, très théorique peut s'appliquer à des objets comme le rapport au travail des jeunes ou le rapport au numérique des jeunes, mais il y a peut-être des représentations comme ça, parfois inconscientes sur la jeunesse, qui, je pense, structurent les discours stigmatisants qu'on peut avoir à leur égard. C'est un peu bateau ce que je vais dire, hein, mais à mon sens, là, quand je t'entends parler de ça, c'est aussi des mots qu'on entend sur les étrangers, sur les publics migrants, par exemple. Donc je me demande s'il n'y a pas aussi quelque chose de ce qu'on comprend pas. Et que finalement il y aura toujours quelque chose de la jeunesse qui échappe aux générations d'après, et comme pour l'étranger, quoi. Voilà, c'est assez bateau ce que je dis, mais voilà. Merci. Est-ce qu'il y a, on va prendre une ou plusieurs autres questions selon l'ampleur de la question. Allez-y. Bonjour. Alors, je viens de la Martinique. Je suis concrètement une professionnelle parmi ceux dont vous parliez. Alors, je suis fonctionnaire territorial, mais je suis présidente d'une association d'insertion depuis 15 ans maintenant, et je suis responsable dans une collectivité, ce qu'ils appellent la maison de l'insertion. Donc, tous ceux dont vous avez parlé, ça nous est familier. On a le nez tous les jours dans le guidon et la main dans le cambouis, si je peux m'exprimer ainsi. Par contre, j'aimerais partir, parce que je ne suis que de passage, donc j'ai saisi l'opportunité, avec des éléments d'espoir, des perspectives, parce que au quotidien, tout ça n'est pas toujours très simple, notamment au niveau des politiques publiques. Merci. Merci beaucoup. On essaiera de finir sur l'espoir. Il y avait une deuxième question. Ouais. Aux réactions. Là, ici. Désolée, je monte du doigt, mais c'est plus simple. Vous ne savez pas lequel des deux vous donne le micro, vous avez 2 minutes. Merci beaucoup. Moi, ma question, elle va être un petit peu plus appliquée et en lien avec la vôtre aussi. Il y a beaucoup de politiques qui sont mises en place aujourd'hui, que ce soit sur la partie scolaire ou sur la partie plus insertion, notamment des NEETs. Je pense aux missions locales sur l'insertion des jeunes et aux structures associatives aussi sur l'insertion des étrangers primo-arrivants, notamment sur l'accès aux droits. Est-ce que du coup vous dites que ces politiques aujourd'hui elles sont pas efficaces, et si elles sont pas efficaces, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je suis du cabinet de la ministre du Travail, c'est pour ça que je pose aussi ces questions. Là, on se bat plus. Moi, je peux y aller, mais si j'y vais... Vas-y. Attends, juste pour savoir, est-ce qu'il y a une troisième réaction, question, qui t'a rassemblé les espoirs, les constats, les avis sur les politiques? Ou pour esquiver les 2 autres questions. Pour esquiver les 2 autres qui sont compliquées quand même. Non, pas tout de suite. Alors, je suis plus à l'aise sur celle-ci que sur les 2 premières, hein, mais probablement parce que c'est lié à mon boulot, donc c'est pour ça.
Alors déjà, moi, je vais parler des politiques d'inclusion numérique. De ce que je connais, je connais un peu les politiques d'insertion, mais c'est quand même moins mon sujet. Alors, je vais commencer par les perspectives positives, et après on parlera des pistes d'amélioration, peut-être. Niveau perspectives positives, je pense qu'on peut se dire qu'il y a quand même eu une prise de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nos politiques se sont rendus compte, et je dis nos politiques, mais en fait je parle aussi des administrations, des opérateurs de services publics qui ont une grande part de responsabilité dans ce qui se passe au niveau de ce qu'on appelle la dématérialisation, mais je suis d'accord que ce terme est complètement à côté de la plaque, hein. Le numérique c'est des câbles, hein, donc plutôt de la numérisation, on va dire. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont allés trop loin entre, je dirais, 2015 et 2021-22. Évidemment, la crise Covid est passée par là. Il y a eu une prise de conscience. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui ne savaient pas utiliser ces outils, ça leur a un peu pété à la gueule, quoi. Je pense que les collectivités font leur travail aussi, parce que les collectivités sont en première ligne et c'est elles qui récupèrent finalement le manque d'implication de l'État depuis 15 ans sur ces questions-là. Et donc, pour avoir parlé avec des élus qui sont au pouvoir, avec des ministres, etc., je pense qu'il y a une prise de conscience, au moins partielle, du fait que on peut pas continuer à laisser les gens faire tout seuls et qu'il n'est pas nécessaire de les accompagner. Donc, pour moi, les maisons France Service sont un début de réponse. Maintenant, on va pas assez loin. C'est pas normal. Enfin, une des difficultés aujourd'hui dans les maisons France Service, c'est que vous avez des conseillers qui vont être à l'aise, mais parce qu'en fait, qui vont être à l'aise, qui vont pouvoir vous aider sur votre démarche initiale, mais qui sont pas en mesure d'accéder à votre dossier. Donc, dès que vous avez un dossier qui est compliqué ou qui a un problème, eux sont complètement en situation d'impuissance et eux-mêmes n'arrivent plus à joindre les opérateurs ou les administrations préfectorales. Donc, on peut aller plus loin, on peut capitaliser. Je crois qu'il y a des choses sur lesquelles on peut capitaliser. Ce type de dispositif, sur l'inclusion numérique, il y a le dispositif des conseillers numériques qui a été mis en place, qui est malheureusement en train de s'arrêter. Donc ça, c'est peut-être un message qu'il faut passer à la ministre, même si c'est pas de sa prérogative. Et donc je crois qu'il y a une prise de conscience sur la question de la culture numérique. Il y a aussi une prise de conscience de dire oula, on a voulu foutre du numérique partout, mais c'est peut-être important de commencer à expliquer aux gens. Enfin, d'aider les gens. Faut pas expliquer aux gens. Je supporte pas qu'on dise ça, mais il faudrait permettre aux gens d'avoir un regard critique sur ces outils-là. Donc il y a des choses qui sont faites. Je crois qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont allés aussi trop loin dans la dématérialisation, qu'il faut remettre de la puissance publique en face de l'usager. En tout cas, nous, c'est le message qu'on porte. Et je crois que même chez les plus macronistes des macronistes et les plus technosolutionnistes des technosolutionnistes, ils ont pris conscience de ça. Maintenant, il y a quand même de l'inquiétude à avoir. Il y a pas si longtemps, il y avait une ministre du numérique qui nous disait que l'inclusion numérique dans 10 ans c'était fini parce que heureusement maintenant il y a l'IA, donc ça va résoudre tous les problèmes. Oui, hein, c'est un verbatim. C'est des choses qu'on a pu entendre. Il y a encore récemment une personne au gouvernement au niveau des solidarités qui nous disait je vois pas quel est le problème avec le numérique, je comprends pas quel est le problème avec le numérique. Donc voilà, il y a des pistes, il y a de l'espoir. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Et en tout cas, les collectivités en ont pris conscience. Ça, c'est une certitude. Je crois que les opérateurs en prennent aussi conscience. Maintenant, je me tourne vers vous pour vous dire un petit peu plus quels sont les problèmes. Le gros souci, c'est que la puissance publique, enfin en tout cas l'État, je vais pas dire la puissance publique, je vais plutôt dire l'État, ne prend pas encore sa juste part sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'on est encore trop dans une logique de dire finalement, on va reporter la charge sur des associations, sur les collectivités. Puis du coup, c'est très bien parce que ça n'apparaît pas dans le budget de l'État central ou alors ça permet de réduire les coûts. Non, je parle de l'État, je parle pas des collectivités. Hein. Et puis, ça nous empêchera pas de leur demander de faire des économies et puis aux associations de faire avec moins de moyens, puisque c'est la situation que nous on vit aujourd'hui. Et donc, il est important que la puissance publique comprenne que l'inclusion numérique, c'est pas un sujet ponctuel. Là, on a eu un plan de 250 millions grâce au plan de relance, hein, qu'on a réussi à faire rentrer dans le budget de l'État, bon gré mal gré, et en sortant un peu les rames. Mais on a aussi des annonces qui nous disent que les conseils numériques c'est fini, que les hubs d'inclusion numérique c'est fini, et que finalement, bon, c'est plus trop un sujet, quoi. Donc
nous, le discours qu'on porte, c'est qu'il faut absolument penser des politiques publiques durables. Il faut que sur les 10, 15, 20 prochaines années, on ait une puissance publique qui assume que ça fait partie de son rôle de former les gens au numérique, d'accompagner les gens au numérique, d'avoir des personnes au guichet des administrations, et qu'elles prennent sa juste part. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment pour la question de l'accompagnement. Après, pardon, je parle trop. Non, vas-y. Je suis désolé. Dernier point, un des problèmes aussi, je crois que c'est les idéologies qui infusent nos politiques publiques, le côté contrôle absolu aussi des personnes qui sont au RSA, qui sont les mêmes personnes qui sont en exclusion numérique, avec l'utilisation d'algorithmes de traitement, de contrôle aussi. Il y a un contentieux qui est en cours avec la CNAF notamment, qui utilise un algorithme pour cibler les contrôles des indus et non pas de fraude. Donc voilà, c'est un peu fouillis, c'était pas préparé, on pourra en discuter aussi, il n'y a pas de souci, on a des éléments qu'on est prêt à envoyer au gouvernement prochainement. Ouais, peut-être juste pour rebondir et compléter, effectivement, quand on va voir les gens, moi plutôt pour le Pôle emploi, France Travail, ce genre de dispositif ou bilan de compétences, réorientation, c'est peut-être pas que les politiques sont pas efficaces, c'est qu'il y en a trop. Je sais pas, je me rappelle arriver dans une agence France Travail Pôle emploi où le directeur nouvellement recruté me dit moi j'étais choquée quand je suis arrivée parce que pour les jeunes, il y a 11 applications différentes. Voilà. Donc je pense que ça dit bien quelque chose. Et puis quand on va voir les conseillers, c'est pareil. Ils nous disent alors j'utilise Diop, machin, etc. Ils ont je ne sais pas combien d'applicatifs métiers. Chacun a été créé par un prestataire parce qu'il n'y a pas de service au niveau de l'État informatique pour concevoir les outils. Donc du coup, il y a des problèmes de compatibilité entre les uns et les autres. Chaque fois, il y a des mises à jour, tout plante, etc. Donc il y a aussi pas de cohérence dans les outils qui sont déployés. Et bon, je pense que en tout cas, partir du terrain et partir du bas, et de ce que disent aussi souvent les professionnels et les publics, je pense que ça pourrait aider aussi à faire des politiques efficaces, en tout cas qui fonctionnent et qui servent les gens. Voilà. Et puis, pour compléter, peut-être vous apporter des éléments de réponse. C'est une réponse un petit peu en tant que coordinatrice. Je vous inviterai à lire le numéro. Non, pour dire, on a peut-être mis l'accent aussi sur les choses qui nous dérangent et qui nous chatouillent et voilà, mais je pense que tous les articles montrent quand même des personnes qui s'en sortent plutôt bien, des personnes qui arrivent, je sais pas, je pense que sur les plateformes affinitaires, par exemple, notamment des jeunes filles, y compris de milieux populaires, qui arrivent quand même du coup à trouver de l'emploi par ce biais-là. Dans tous les papiers, il y a quand même aussi plus que des belles histoires, je dirais, en tout cas, voilà, des usages qui sont quand même, nous, voilà, qui portent pas que la focale sur ce qui va pas. Donc peut-être s'inspirer aussi de quand ça fonctionne, du coup, aller dans ce sens-là. Voilà, tout simplement. Pour compléter ce que dit Aurélie, je voulais justement aussi parler de certaines contributions du numéro qui, du moins, au mieux donnent de l'espoir, ou du moins nous disent, voilà dans quelles conditions des formes d'accompagnement, de dispositifs peuvent aider, peuvent apporter des ressources. Si on prend par exemple l'article de Sorin sur l'éducation spécialisée, il y a des cas de professionnels qui révisent un petit peu leur représentation des jeunes et du numérique au contact des jeunes. C'est-à-dire, par exemple, quand il va s'agir de travailler avec ces jeunes, je sais pas, pour envoyer un mail ou sur une application, ça va favoriser la relation avec les jeunes et du coup l'accompagnement va mieux se passer. C'est-à-dire que le numérique peut devenir un prétexte, un outil pour travailler la relation d'accompagnement, si tant est qu'on se défasse un petit peu de nos préjugés, etc. Mais y compris des professionnels qui n'y étaient pas forcément accoutumés peuvent transformer leur pratique et leur représentation aussi. Voilà. Donc ça dépend, ça varie, mais en tout cas, il y a des cas où ça peut avoir un potentiel de ressources dans certains cas. C'est pareil concernant l'article sur les migrants et les migrantes. Qui montre bien que les cas où en fait les personnes qui accompagnent peuvent être distantes ou s'éloigner, dans d'autres vont représenter des formes de soutien. Et c'est quelque chose qu'on avait observé, notamment avec ma collègue Julie Cournet ici présente, dans un travail sur l'accompagnement des personnes très éloignées de l'emploi, et d'autres collègues, Julie Cournet, d'autres collègues du CNAM. On avait étudié plusieurs formes d'accompagnement, notamment à Pôle emploi. Il y a ce qu'on appelle l'accompagnement global, qui est mené aussi avec
des travailleurs sociaux du département, voilà, j'oublie l'échelon. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que c'est d'une part l'alliance de conseillères à l'emploi et de travailleuses sociales, donc de réunir les volets sociaux et professionnels de l'accompagnement, mais aussi les conseillères à Pôle emploi avaient ce qu'on appelle un portefeuille de demandeurs et demandeuses d'emploi allégé, et donc avaient plus de temps pour accompagner et pouvaient être plus disponibles, être dans des logiques plus de proximité avec des demandeurs et demandeuses d'emploi, plus souvent avec des difficultés d'origine populaire, etc. Et ça, on avait remarqué que ça favorisait, y compris des logiques d'investissement de la part des publics, c'est-à-dire qu'ils disent, je vois ma conseillère qui prend du temps pour moi, qui est disponible, ça me donne envie aussi de jouer le jeu, de faire l'effort, etc. Et donc ça permettait aussi de déplacer le curseur depuis les publics vers ce que le dispositif et les professionnels qui les endossent peuvent faire. Mais cela pose donc la question des moyens dans un contexte où les politiques publiques sont soumises à des logiques de ce qu'on appelle rationalisation budgétaire qui ne rendent pas toujours possible ces formes positives d'accompagnement. Merci. Moi, deux enjeux pour pouvoir rester optimiste pour la suite. Le premier, c'est quand même de renouveler l'importance et l'intérêt qu'il y a à pouvoir poursuivre des enquêtes de sciences sociales qui ne peuvent pas être solutionnistes quand ce que visent ces enquêtes, c'est typiquement le solutionnisme technologique numérique comme finalement une vision largement problématique. Typiquement quand quand un sociologue du numérique tel que Dominique Cardon montre très très bien comment ce que le numérique fait à la société, c'est notamment quand même de repartager et reconfigurer ce qui est de l'ordre de la sphère privée et de la sphère publique, de ce qui est de l'ordre du personnel et privé et du professionnel de l'autre. Si les enjeux se situent à cette échelle, on voit bien que c'est pas immédiatement évident que de proposer des solutions clés en main, mais en tout cas ça permet déjà de reformuler les problèmes autrement que dans les mots de ceux qui produisent les promesses technologiques et qui militent d'une certaine manière pour les faire advenir. Et le deuxième élément, il est lié au premier, c'est aussi la possibilité et les appuis pour ouvrir justement ces possibilités d'enquête. C'est vrai du côté, il y a déjà des travaux qui sont faits du côté par exemple de l'ouverture de certains algorithmes publics qui permettent de révéler, de mettre au jour des effets d'inégalité, des effets de biais qui sont quand même importants. Mais c'est de souligner que ce qui peut-être, et ça renvoie à ce que vous disiez Julie avant sur l'appellation numérique, c'est qu'elle est aussi très très fortement entremêlée dans le fait que les acteurs privés sont quand même premiers, enfin je veux dire les grandes entreprises, les grands groupes quand même internationaux privés sont peut-être pionniers et premiers dans la conception de ces dispositifs, et on rencontre probablement en sciences sociales des difficultés pour pouvoir enquêter au sein de certaines de ces structures, pour enquêter sur différents sujets au sein de Google. Voilà, on est dans des gros oligopoles. Quand ce sont pas des monopoles, c'est compliqué. Mais c'est pas que Google. C'est aujourd'hui, je sais pas, en ouvrant un terrain, enquêter auprès de Doctolib, par exemple, ça serait intéressant et important pour travailler sur des considérations de santé publique. Et typiquement, on voit bien là un acteur assez récent, assez nouveau, qui est devenu majeur, et on peine à pouvoir ouvrir la boîte noire de ces services et des dispositifs pour à la fois travailler sur les usages, comment ils vont advenir, mais aussi comprendre assez tôt et dès l'amont ce que sont ces dispositifs, qui sont ceux qui les conçoivent, et quelles sont leurs caractéristiques sociales, pour comprendre aussi ce qu'ils inscrivent de social dans ces scripts technologiques. Donc c'est très général et pas gagné, j'en conviens. Très, très rapidement, pour aller dans le sens de le numérique renvoie à des outils, et les outils, tout dépend de ce qu'on en fait. Victor en parlait tout à l'heure, les algorithmes, par exemple, ont massivement été utilisés, le sont toujours pour contrôler les cas de fraude, par exemple, aux prestations sociales. Mais on sait que dans certains cas, dans certaines organisations, c'est mis en place pour prospecter des droits, c'est-à-dire voir les personnes qui pourraient prétendre à des droits et qui ne les demandent pas ou n'y ont pas accès. Voilà, donc ça existe de manière minoritaire, mais si on veut chercher des motifs d'espoir, ça veut dire qu'un même outil peut être utilisé dans deux sens complètement différents. Rapidement, juste pour souligner que il y a un motif d'inquiétude malheureusement derrière ça, c'est qu'actuellement ils sont en train de modifier la loi dans le cadre du projet de loi de simplification pour que les données qui sont collectées dans le cadre
de l'utilisation de ces algorithmes pour lutter contre le non-recours puisse également être utilisé dans le cadre de la lutte contre la fraude. Voilà, il y a un... Oui. Voilà. Moi, j'aurais juste, alors même si je suis pas censée vraiment prendre la parole et tout ça, mais je pense qu'il y a quand même des choses à vous écouter qui sont à regarder en fait peut-être moins dans une perspective des âges que dans une perspective plus transversale des inégalités dans l'exercice de penser qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les jeunes, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toutes les personnes qui sont mises à distance en fait du numérique par cette présence des ordinateurs, des écrans dans des institutions qui nécessitent des ordinateurs où les gens n'ont plus d'ordinateur, les gens ont un téléphone portable avec des applications qui sont pas développées, qui vont toucher finalement tous les âges de la vie et qui sont pas spécifiques à la jeunesse. Même si ici on parle de la jeunesse, en fait, il y a quand même cette question de transversalité des âges, mais qui va finalement se retrouver aussi dans une perspective un peu plus intersectionnelle du côté de la classe sociale, du côté de la distance géographique, qui vont se renforcer. Et effectivement, tu prenais l'exemple des maisons France Service, mais il y a des camions France Service qui sont qui sont tenus par, alors moi j'ai rencontré que des femmes, mais il y a des femmes et des hommes qui tiennent les camions France Service, qui sont dans des emplois ultra précaires. Et une partie de la solution, elle est sur la pérennisation des emplois et la formation des professionnels qui sont là pour réduire la distance des individus, des personnes avec on va dire le fardeau administratif et on va dire sa surcouche numérique, puisqu'il y avait déjà un fardeau administratif et là le numérique vient rajouter finalement une surcouche à toute cette question-là. Donc en fait, derrière la solution, elle est toujours la même, c'est la question des moyens humains qui va être la solution, y compris dans les enjeux numériques. Et on va pas pouvoir longtemps considérer qu'on peut séparer finalement le biais humain et l'accompagnement des personnes, alors pas forcément accompagnement, mais en tout cas le soutien, la présence, l'explication. Et moi je le vois, alors moi j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur les jeunes dans les espaces ruraux, mais c'est quelque chose qui ressort très fort dans l'ensemble des enquêtes qu'on peut faire sur les personnes qui vivent dans les espaces ruraux, y compris les territoires en déclin, mais pas seulement. C'est ce que montre Clara Deville, c'est ce que montre Benoît Coquart, c'est ce que montre, enfin voilà, on est plein à le montrer, c'est ce que montre aussi Nicolas Renaï, enfin voilà, c'est cette question de l'éloignement géographique, la distance géographique, la distance sociale et la distance du coup que ne réduit pas, enfin que réduirait artificiellement le numérique, mais finalement que ne réduit pas du tout cette numérisation accélérée de l'ensemble des services publics, de l'ensemble des moyens même de commander sa nourriture, d'accéder à la pharmacie, de commander ses médicaments, ou de savoir si son enfant passe dans le niveau supérieur ou pour télécharger le livret scolaire unique qui permettra après d'aller dans le collège, puisque déjà, il faut savoir que ça existe et que c'est dématérialisé, que les écoles le fournissent de moins en moins, et ainsi de suite. Donc voilà, donc tout ça, ça demande aussi un accompagnement de l'ensemble des individus qui posent des questions sur la jeunesse, et c'est ça qui était intéressant dans ce dossier, hein, c'était de regarder qu'est-ce que ça fait à la jeunesse, mais à vous écouter, je pense qu'en fait, cette question des âges, elle est à exploser, parce qu'en fait, elle traverse, on se focus sur la jeunesse, mais en fait, elle traverse vraiment toutes les catégories sociales, enfin non, pas toutes les catégories sociales, mais toutes les catégories d'âge, avec quand même un enjeu sur une partie de la population qui est plus éloignée et qui se sent par ailleurs plus éloignée, mise à distance, et donc il va aussi pas faire activer ses droits pour pas avoir l'image, la mauvaise image d'être quelqu'un qui n'est pas à la mode, qui ne sait pas faire. Donc voilà, donc il y a une histoire de non-recours, mais il n'y a pas que cette histoire de non-recours, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait pour que les gens accèdent à leurs droits. Voilà. Sur ces éléments-là, et parce que je suis une psychorigide de l'horaire et que au-dessus ils ont décidé de dire que c'était bientôt la fin, je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous remercie beaucoup toutes et tous d'être venus à cette conférence débat. Je vous remercie je remercie toutes les autrices et les auteurs forcément. Et puis toute la table et puis tout le monde d'être venu. Et puis je tiens à remercier aussi spécialement ma collègue Marianne Autain ici présente, puisque c'est sa dernière conférence débat et qu'elle a accompagné plus de 50 conférences débat d'Agora. Voilà, merci.